C'est un constructeur de légende, ancré dans le quotidien des Français. Citroën. C'est une épopée absolument incroyable depuis plus de 100 ans. Tout le monde a dans son imaginaire familial, collectif, des Citroën. J'ai grandi en Citroën. Maman avait une Diane, puis une 2 chevaux, mon papa avait une CX. Une marque qui a accompagné les grandes heures de notre histoire et mis la France sur 4 roues. André Citroën est à l'automobile, ce que Charles de Gaulle est à la France, un monument. Citroën a toujours occupé une place à part dans le paysage des constructeurs français. Une saga automobile fondée sur une promesse, démocratiser des technologies d'avant-garde, telles que la traction, la suspension hydropneumatique ou encore aujourd'hui un moteur électrique nouvelle génération. On est dans les premiers à utiliser cette techno. C'est ce qui nous permet d'avoir un des moteurs les plus performants en rendement. De son usine de Rennes et ses quelques 2 400 000 m², aux chaînes d'assemblage XXL de Tarnava, au cœur de l'Europe, près d'1 million de voitures sortent chaque année de ces sites de production. Une usine automobile, c'est un miracle permanent. Il faut amener 3000 pièces au bon moment sur la même voiture et le répéter 1000 fois par jour. Ma préoccupation quotidienne, c'est produire en bonne qualité chaque minute, produire sans s'arrêter. Pour la première fois, Citroën a accepté d'ouvrir ses lieux les plus stratégiques à des caméras. Ses usines, ses circuits d'essai, où chaque nouvelle voiture est testée dans des conditions extrêmes. Mais aussi son centre d'innovation et de design, au sein d'un bâtiment de 70 000 m² à l'ouest de Paris. On est dans l'endroit le plus secret et le plus confidentiel qui soit. Où chacun de ces modèles est créé et où l'on travaille déjà sur les voitures que nous conduirons en 2035. Ça donne des frissons. Et les moments comme ça, c'est des moments qui sont inoubliables dans la carrière d'un designer. La 2 chevaux, élue voiture préférée des Français, toutes époques confondues. La DS, ou encore la C3, vendue à près de 6 millions d'exemplaires depuis 2002. 105 ans après sa création, par l'ingénieur André Citroën, la marque au chevron est aujourd'hui à un tournant de son histoire. L'enjeu, se réinventer. Citroën doit innover, doit inventer. Sinon, c'est pas une Citroën. Comment le constructeur est-il en train de transformer de l'intérieur ses méthodes et ses sites de production pour prendre de vitesse ses concurrents dans la course à l'électrification, la bataille du moment? L'enjeu de la voiture électrique, c'est un vrai changement de paradigme. Il y a un marché qui est très compétitif, il y a de la pression, mais il y a également beaucoup d'opportunités. Citroën ne peuvent pas se planter sur ce terrain. Comment la marque se donne-t-elle les moyens d'incarner une certaine idée de l'automobile en cherchant à rendre accessibles de nouvelles innovations? On s'est remis en question en disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle coûte moins cher? C'est quelque chose que personne n'a jamais fait, on va y arriver. Et enfin, quelles sont les coulisses de la production de sa nouvelle citadine, la dernière version du blockbuster de la marque? L'arrivée de la nouvelle C3, c'est un moment majeur pour Citroën. C'est un véritable Big Bang pour nous. Bienvenue dans un monde où nouvelles technologies riment avec des mesures pour imaginer au quotidien l'automobile de demain. Au cœur de la Slovaquie, à 2 heures d'avion de Paris, c'est le jour J pour les près de 5000 employés de l'usine de Tarnava. Dobrý deň, dámy. Ako sa máte? Le début de la production de la toute nouvelle C3, le best-seller de la marque, dont la mise sur le marché vient à peine de débuter. A prečo vás je tu toľko veľa naraz? Un défi XXL pour la patronne du site, nommée il y a seulement quelques mois. Ça, c'est la voiture pour tout le monde. La production est 162 voitures par heure. Ça veut dire à peu près 1400 par jour. Et par année, 400 000 voitures. C'est énorme. Voir cette production massive, ça, c'est vraiment l'émotion. C'est le modèle le plus vendu de toute l'histoire du constructeur tricolore. Une success story dans le monde de l'automobile, la C3. Depuis le lancement de la toute première génération, au seuil des années 2000, près de 6 millions d'exemplaires ont été écoulés. Et la petite citadine s'est fait une place dans le quotidien de nombreux Français.
La C3, on l'a lancée en 2002. C'est maintenant un blockbuster. On en a vendu 5,6 millions et ça représente à peu près 20% de ventes. Ça devient le modèle le plus vendu de la marque Citroën. On a vendu plus de C3 que de 2 chevaux. This is such a big day for Citroën. Let's now reveal the new Citroën EC3. We are so proud of it. You imagine how exciting and challenging it is to renew the blockbuster of the brand, the fourth generation of C3. Annoncée comme une révolution par la marque, cette nouvelle citadine, révélée en octobre 2024, après des années de développement dans le plus grand secret, incarne les ambitions du constructeur pour le futur. L'objectif, rendre la voiture électrique accessible au plus grand nombre pour s'imposer sur ce marché très stratégique et remettre la marque au centre du jeu. C'est le lancement de la décennie, le démarrage d'une nouvelle histoire pour Citroën. Citroën ne peuvent pas se planter sur ce terrain-là. Si la C3 et l'IC3 ne fonctionnent pas, ça sera très dur pour l'avenir de la marque. Depuis plus de 100 ans, sous l'impulsion de son fondateur, André Citroën, ce géant de l'industrie automobile s'est donné une mission, démocratiser la voiture et simplifier le quotidien de ses clients en produisant, à grande échelle, des véhicules accessibles, cherchant toujours à proposer de nouvelles innovations technologiques. Citroën est tout d'abord une marque emblématique du XXe siècle, qui est vraiment une expression du génie français sur le plan technologique et sur le plan stylistique. Quand vous parlez de la marque Citroën, le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est l'aventure industrielle. André Citroën, quand il lance sa marque automobile, il veut faire de la production de masse, un peu ce qu'a fait Henry Ford aux États-Unis, mais l'appliquer à l'Europe. Citroën, c'est une épopée étonnante depuis plus de 100 ans. Une marque qui a produit des voitures complètement iconiques dont tout le monde se rappelle. La célèbre traction, inaugurée en 1934, où les roues motrices sont pour la première fois placées à l'avant du véhicule. La DS, puis la CX, la BX ou encore la XM, où se déploie comme sur la DS la fameuse suspension hydraulique, synonyme de nouveaux standards en matière de confort pour des générations d'automobilistes. Sans oublier l'emblématique 2 chevaux, vendu à 5 millions d'exemplaires à travers le monde, et encore sacré véhicule préféré des Français l'an dernier, près de 80 ans après son lancement. Tout le monde a dans son imaginaire familial, collectif, dans les films, a vu des produits Citroën. De nombreux modèles ont vécu avec les Français. Citroën ne laisse jamais indifférent. C'est une marque qu'on aime, qu'on adore, et aussi c'est une marque qu'on aime détester. Vous avez 3 marques en France, globalement, qui existent, qui sont pérennes, qui sont des vrais grands constructeurs, Renault, Peugeot et Citroën. Une recette qui, en plus d'1 siècle d'histoire, a toujours permis aux constructeurs de surmonter les crises. En 2024, pour se réinventer une fois encore, c'est donc sur la renaissance de sa citadine, la C3, que la marque a décidé de miser. L'enjeu principal de cette nouvelle saga industrielle, produire la voiture électrique la moins chère du marché sur son segment. Et pour relever ce défi, l'entreprise dispose d'une botte secrète. Une usine XXL dotée des technologies les plus avancées. Cette voiture-là va être produite à Tarnavac. Il fallait qu'on ait avec nous une usine qui soit particulièrement efficace et qui ait cette volonté aussi de se remettre en question. C'est cette énorme machine et cette organisation inouïe qui est vraiment frappante quand on rentre dans cette usine. Tarnava, une méga factory de plus de 1 500 000 mètres carrés. Une surface équivalente à celle de 102 stades de France. C'est ici, au cœur de l'Europe, que depuis 2007, les C3 sont produites, tout comme d'autres citadines de constructeurs détenus par le même groupe, Stellantis, tels les Peugeot 207 puis 208. Et le premier atout de cette usine XXL, c'est sa capacité de production hors norme. Trnava, c'est l'usine plus grande de Stellantis. 100 000 personnes pour produire 1400 voitures par jour. On a une capacité de production de 62 véhicules par heure. En 1 minute, on a une voiture qui sort. Quand on voit un camion sur la route, un porte 8 avec 8 voitures, c'est 8 minutes de production. Toutes les 54 secondes, il y a un véhicule qui sort de la ligne.
Donc c'est un outil qui est extrêmement puissant, avec énormément de compétences. Les voitures avancent très très vite sur la ligne. Les opérateurs qui sont très agiles, ils sont capables de monter toutes les pièces aussi rapidement que la voiture elle avance sur la ligne de montage. Pour la prochaine année, nous sommes prêts à produire presque 400 000 voitures. Pour réduire les coûts et les délais de production, Tarnava dispose d'un autre avantage. Ici, l'intégralité des étapes de production des voitures sont réalisées sur un seul et même site. Toutes les demi-heures environ, un nouveau semi-remorque se présente à l'usine pour livrer une à une ces énormes bobines d'acier, pesant jusqu'à 25 000 kilos chacune. D'abord déroulées comme de simples rouleaux de papier, elles sont ensuite découpées en feuilles avant d'être transformées pour former les différentes pièces de la carrosserie. C'est ce que l'on appelle l'emboutissage. Là, derrière moi, ce que vous pouvez voir, c'est un robot qui alimente une presse qui change la forme dans une pièce finale. Là, ce que vous voyez, c'est un pavillon pour notre nouvelle C3. Du capot au toit, en passant par les portes ou le coffre, chaque élément de la carrosserie est fabriqué sur place à l'aide de ces mastodontes de fonte. À l'image d'un gigantesque moule à pâtisserie, chacun d'eux porte l'empreinte d'une pièce. Pour la produire, ces moules sont chargés tour à tour dans les différentes presses de l'usine par cette grue capable de soulever jusqu'à 40 000 kilos, l'équivalent d'un Airbus A320. Sous l'effet de la force de près de 100 tonnes exercée par la presse, la feuille d'acier emprisonnée dans le moule se transforme en quelques secondes en un élément de carrosserie parfaitement manufacturé. On a ici 180 personnes qui travaillent en 4 équipes non-stop pour produire, dans une année, 100 000 tonnes de matière vers les voitures. Ma préoccupation quotidienne, c'est produire en quantité, en bonne qualité et tous les jours, toutes les heures, chaque minute, produire sans s'arrêter. Les pièces sont ensuite acheminées vers un second entrepôt du site pour être soudées les unes aux autres dans un univers totalement futuriste où la technologie est omniprésente. On cherche les hommes dans les ferrages, ils sont bien présents, bien aux commandes, mais ce qu'on voit de façon instantanée, c'est ce balai des robots qui est très impressionnant. On a 970 robots qui font le soudage de toutes les connexions, de toutes les pièces. C'est l'orchestre des robots, des softwares pour faire finalement la construction. Ça commence à ressembler comme la voiture à la fin de cette ligne. C'est la première fois que tu peux dire « Waouh, ça c'est la voiture C3 ». Traitement anti-corrosion, 8 couches de peinture successives, assemblage intérieur et extérieur, contrôle qualité assisté par ordinateur. Au total, plus de 100 000 opérations successives de robots ou d'êtres humains sont nécessaires pour qu'une seule voiture quitte les chaînes d'assemblage. L'usine de Tarnava qui produit cette voiture, c'est un miracle permanent. Il y a cette magie de c'est de la tôle qui arrive et puis en sortant, vous tournez la clé et la voiture démarre. Reste ensuite à délivrer des milliers de véhicules aux concessionnaires puis au client final. Et sur cet aspect logistique, l'usine de Tarnava bénéficie d'une position géographique stratégique. Si vous prenez une carte de l'Europe, la Slovaquie, c'est pile au centre. Donc vous pouvez envoyer des trains ou des camions contenant des voitures vers le nord en Allemagne, vers le sud en Grèce, vers l'est en Autriche. C'est une position extrêmement confortable pour pouvoir arroser, entre guillemets, de voitures toute l'Europe. La logistique se fait par bateau, par train, par camion. Donc on utilise tous les moyens de transport pour acheminer les véhicules le plus rapidement possible. En quelques jours, on a réussi à acheminer la nouvelle C3 vers toutes les concessions de France. Ce que d'habitude on fait en 2 semaines, on a réussi à le faire en moins d'1 semaine. On a battu des records, ouais. Si la renaissance de l'emblématique voiture 5 places est au cœur de toutes les préoccupations, c'est que la marque s'est lancée un défi inédit et forcément risqué. Réaliser pour la première fois l'essentiel de ses ventes en électrique plutôt qu'en thermique. Le passage à l'électrique fait peur. Une voiture électrique, dans l'esprit des consommateurs, c'est cher. Est-ce que je vais pouvoir la rentabiliser? Est-ce que je vais pouvoir recharger? La perte de la liberté. C'est ça la peur derrière. La voiture, c'est la liberté. L'électrique, une révolution autant pour le constructeur que pour ses clients. L'enjeu, démocratiser massivement ce nouvel usage au quotidien et prendre de vitesse ses concurrents dans un contexte où tous les grands acteurs de l'industrie automobile
se livrent une lutte acharnée. Aujourd'hui, nous sommes un peu à un tournant, en particulier celui de la mobilité électrique. En 2035, les constructeurs européens auront l'obligation de respecter une toute nouvelle réglementation. Vendre des véhicules à essence leur sera tout simplement interdit. Et ils ne pourront donc plus vous proposer que des véhicules électriques. 2035, c'est loin, mais c'est après-demain. On a 10 ans pour convaincre tous les clients de progressivement acheter des voitures électriques. Il faut qu'on lève les deux principaux freins sur la voiture électrique. Le premier, c'est le prix, et puis la recharge, où là, il y a toujours des interrogations. Comment je fais pour partir en vacances, quelle autonomie je vais avoir, etc. L'électrification, c'est un enjeu qui est très compliqué pour les constructeurs, d'une part parce qu'il vous est imposé, et qu'il faut à la fois suivre une technologie sur laquelle, notamment en Europe, on n'était pas leader par rapport aux Chinois. À l'échelle mondiale, les constructeurs chinois, pionniers en matière de production de batteries, dominent le marché. L'an dernier, ils ont sorti plus de 120 nouveaux modèles et vendu 10 millions de véhicules électriques rien que dans l'empire du milieu. Une concurrence redoutable, d'autant que cette technologie est bien plus coûteuse que le thermique. Pour faire des voitures électriques, vous devenez pour le moment dépendant de la Chine en approvisionnement de batteries. Donc tout d'un coup, tout votre bénéfice, votre capital d'avant, qui était de savoir faire des moteurs, disparaît, on va dire. Et en plus, cette technologie qu'il faut rattraper, parce que les Chinois ont beaucoup d'avance, elle coûte plus cher à développer. Une voiture électrique coûte en moyenne 10 000 € de plus qu'une voiture thermique, pour un budget moyen en Europe de 25 000 €. Ça fait beaucoup dans le contexte actuel. Il y a un vrai problème sur le prix des voitures. Les prix ont explosé, le public ne suit pas. Aujourd'hui, le grand danger, c'est que l'automobile redevienne un produit de luxe. Pour s'offrir une voiture électrique, il faut souvent débourser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Fidèle à son histoire, Citroën a donc décidé de se donner les moyens de lancer la voiture électrique la moins chère de sa catégorie pour permettre à tout à chacun de prendre ce virage essentiel. On s'est remis en question sur tout ce qu'on fait habituellement, on va dire très bien, parce que des voitures, on en fait depuis longtemps, en disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elles coûtent moins cher? C'est quelque chose que personne n'a jamais fait, on va y arriver. Et il faut qu'on y arrive. Proposer des voitures à la pointe de la technologie et au meilleur prix, une promesse dans la droite ligne de l'héritage du fondateur de la marque, le cœur de l'ADN du constructeur au chevron depuis plus d'un siècle. Dans les années 1910, André Citroën, jeune ingénieur et polytechnicien, se rêve déjà en grand industriel. Persuadé que son destin est tout tracé, il étudie de près les méthodes de production d'un certain Henry Ford, célèbre entrepreneur américain à la tête de la firme du même nom. L'homme est à l'origine de méthodes de production à la chaîne révolutionnaires. André Citroën se lance un objectif, s'en inspirer pour démocratiser largement ce qui est encore un mode de transport très luxueux et réservé à une élite, la voiture. André Citroën, c'est lui qui a tout inventé de l'automobile et qui a tiré avec lui cette industrie naissante. C'est un peu le Ford français. Citroën a toujours occupé une place à part dans le paysage des constructeurs français. C'est un peu une locomotive. Renault, qui était assez classique dans ses méthodes de production, disait heureusement que Citroën est là, c'est lui qui nous fait avancer. André Citroën entame son épopée industrielle à l'aube de la Première Guerre mondiale, en 1914, et met alors à l'épreuve ses méthodes à travers la production d'obus à grande échelle. Il en fournira à la France plus de 24 millions en 4 ans. La guerre terminée, il se lance en 1919 dans la construction d'automobiles et se fixe d'entrée de jeu de très ambitieux objectifs pour l'époque. Très vite, Citroën a l'intention de produire de manière importante. Son objectif, c'est de faire 100 voitures par jour. Et c'était quelque chose d'assez novateur de fabriquer en aussi grande série que Citroën l'imaginait. À l'époque, personne en France n'a jamais produit à une telle échelle. Pour relever ce défi hors norme, André Citroën doit d'abord se doter d'une usine surdimensionnée, équipée des technologies les plus avancées. Après des années de travail, le projet est prêt à sortir de terre. En 1915, Citroën décide d'édifier son méga-site de production au cœur de Paris, sur le quai de Javel, le long de la Seine. C'est une usine qui construit en quelques mois. C'est assez incroyable, hein. Les gens travaillent 7 jours sur 7. Beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de monde, parce qu'il y a très peu de choses automatisées, voire pas du tout.
Les usines du quai de Javel ont été édifiées sur un terrain de 23 hectares, l'une des plus grandes propriétés foncières de Paris, à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel. Au départ, 34 000 mètres carrés de bâtiments sont construits. Au fil des années, l'usine s'étend sur 55 000 mètres carrés, puis 130 000 mètres carrés, l'équivalent de plus de 30 terrains de football. Au pic de l'activité, jusqu'à 30 000 ouvriers spécialisés travaillent sur le site et l'ensemble des véhicules du constructeur y sont produits. Plus qu'une usine, la capitale de l'automobile. Les ateliers de Javel étaient très importants. Il y avait à peu près 10 000 employés dans le 15e. C'est énorme. Et il avait prévu aussi tout un système sanitaire. Il y avait des dentistes, même des nurseries pour garder les enfants, tout ça, ce qui était assez novateur à l'époque. C'était vraiment une ville dans la ville. Les unités de production et les chaînes d'assemblage qu'André Citroën installe au sein de son usine sont parmi les plus performantes de l'industrie automobile. Et le premier véhicule à y être produit est l'exact reflet de la vision d'André Citroën. Une voiture simple, robuste et accessible. C'est l'usine mère de Citroën, c'est là d'où va sortir la première Tipa, une voiture prête à l'emploi et à un bon prix. Citroën a très vite l'idée de développer des gammes. Donc il ne se contente pas simplement d'un Torpedo, qui est une voiture ouverte à 4 portes. Il fait aussi une petite voiture à 2 places, il en fait aussi une petite berline fermée et aussi une petite utilitaire. En fait, il voulait rendre service à la fois aux clients, j'allais dire, particuliers et aux clients professionnels. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien pensé, d'intelligent, stratégique. Et 10 ans plus tard, il est premier constructeur français, premier européen, 3e mondial derrière Ford et General Motors en termes de production. Donc c'est une vraie réussite. 10 ans après sa création, la marque Chevron écoule plus de 60 000 véhicules par an. Des débuts encourageants, loin de satisfaire André Citroën. Car la voiture demeure encore l'apanage d'une minorité de Français. Pour en produire et en vendre davantage, l'ingénieur décide de tout miser sur une innovation technologique dont il achète le brevet à prix d'or au début des années 1930, la traction. À l'époque, toutes les voitures sont équipées de moteurs à propulsion. Dans ce type de configuration, le moteur, situé à l'avant, transmet sa puissance aux roues arrière à travers un arbre de transmission situé sous le plancher du véhicule. Avec la traction, les roues motrices et le moteur sont tous deux situés à l'avant de la voiture. Conséquence, l'arbre de transmission est supprimé. Ça révolutionne l'univers de l'automobile. Personne n'avait envisagé ça avant André Citroën. Quand vous prenez une voiture de l'époque, c'est presque un petit camion à conduire. La traction avant, elle va, j'allais dire, entre guillemets, atomiser tout ce qui roule sur la route à l'époque. 50 ans après, 70% des voitures sont traction. 70 ans après, 90% des voitures étaient traction dans le monde. Pourtant, à l'époque, la traction est un pari osé, d'autant que cette innovation se révèle très onéreuse. Si une technologie coûtait cher, il n'hésitait pas à la mettre. Il partait d'un principe économique extrêmement juste, et le principe de l'économie d'échelle. Il se disait, si je vends une traction, ça va me coûter une fortune. Mais si je vends 1 million de tractions, la pièce en elle-même, elle va plus rien me coûter. André Citroën en est certain. Il tient là une révolution pour le monde de l'automobile et la clé du succès de son entreprise. Il n'hésite donc pas à investir massivement pour transformer son usine du quai de Javel en un outil de production à la pointe de la modernité. André Citroën était un flambeur en tout, pour lui, pour sa propre vie, pour sa société. La Banque de France tire un signal d'alarme en mai 33, comme quoi l'entreprise est endettée à 200 millions de francs hors de l'époque. C'est colossal. Alors que la traction arrive sur les chaînes de production, André Citroën paye cher la mauvaise gestion de son entreprise et perd le soutien des banques. La société est reprise par l'un de ses principaux créanciers, le géant de la fabrication de pneumatiques, Michelin. Pour Citroën, malheureusement, qui a été destitué de ses fonctions de directeur général, ça a été un coup d'épée dans le dos. Lui qui avait tant fait finalement pour l'industrie, pour son pays, et finalement il ne s'en remettra jamais. Mais quelque part, il a lancé une marque si forte, si innovante, que du coup, Michelin va prendre la suite et va continuer la success story, je dirais, de Citroën. Contrairement à ce qu'on dit parfois, la traction n'est pas synonyme de la chute d'André Citroën. Bien au contraire, c'est son chef-d'œuvre. C'est peut-être son champ de signe, mais c'est son chef-d'œuvre. Dès 1936, la voiture est un vrai succès. Pendant 23 ans, elle va être produite à près de 760 000 exemplaires.
Fort de ce succès, Michelin, désormais à la manœuvre, décide de s'appuyer sur les méthodes de production imaginées par André Citroën pour donner naissance à un nouveau véhicule, lui aussi révolutionnaire pour l'époque. Il a imaginé une petite voiture qui soit adaptée aux besoins des paysans, aux besoins de la vie rurale. C'était ce qu'on appelait la TPV, la très petite voiture, et avec un petit moteur de 2 chevaux. Des prototypes étaient déjà terminés en 1939. C'était pas complètement abouti encore. Problème, c'est qu'en 1939, la guerre éclate. Et de nouveau, Citroën est monopolisé pour fabriquer des équipements et participe à l'effort de guerre et pas du tout à la construction d'une voiture populaire. Ce modèle n'est autre que l'ancêtre de la mythique 2 chevaux. Mais chose incroyable, l'existence de la voiture préférée des Français, toutes époques confondues, ne tient en réalité qu'à un fil. Une remarquable intuition des dirigeants de Citroën. Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, ces derniers n'hésitent pas à prendre tous les risques pour mettre leurs prototypes en lieu sûr, dans les méandres d'une propriété du groupe, toute proche du circuit d'essai historique de la marque. Voilà, donc on arrive bientôt au grenier le plus célèbre de la Ferté-Vidame, où étaient stockés les prototypes 2 chevaux TPA pendant de nombreuses années. Pour ne pas que ce projet tombe aux mains des Allemands, la direction Citroën, à l'époque, a décidé de détruire tout ce qui restait, sauf 3 prototypes qui ont quitté les chênes de Levallois pour venir à la Ferté-Vidame, où elles ont été cachées ici, au milieu des bottes de foin et de paille, pendant de nombreuses années. Et ce n'est qu'en 1998, pour les 40 ans de la 2 chevaux, qu'il a été décidé de les mettre à la lumière du jour. Donc on a ouvert effectivement le toit, c'était un chantier assez important. Donc les poutres, bien sûr, ont été démontées, la toiture a été démontée. Elles ont été sorties et elles ont été transférées au conservatoire Citroën. Et ça fait le bonheur des collectionneurs. La 2 chevaux, la plus grande saga à 4 roues de l'histoire, est officiellement lancée au Salon de l'Automobile en octobre 1948. 3 ans après la fin de la guerre, les gens arrêtent de serrer la ceinture, entre guillemets. Qu'est-ce qui fait le succès de la Citroën 2 chevaux? Immédiatement, c'est son prix déjà. C'est qu'elle correspond à peu près à 6 mois de SMIC. Pour la première fois, un constructeur propose au peuple français une voiture qu'il peut réellement se payer sans avoir à économiser toute une vie. C'est une voiture qui a envahi toutes les classes sociales, parce qu'elle a été voulue rurale au départ, et c'est devenu ensuite la 2e voiture des ménages citadins, avant de devenir la voiture de la jeunesse, qui a fait le tour du monde. C'était vraiment la liberté. C'est un National 7, vous descendez dans le sud avec les enfants et tout. C'est comme la première semaine de congé payé, quoi. C'est très fort pour les gens. Au bout de quelques années, il fallait 5 à 6 années d'attente pour en avoir une. C'est quand même un beau succès jusqu'à la fin de sa production en 1990 parce qu'on a plus de 5 millions d'exemplaires. C'est une voiture qui a fait rêver le monde entier, qui a non seulement amené des innovations incroyables, mais en termes de design, alors ce que je trouve fabuleux, c'est que finalement, il y a une modernité incroyable. C'est juste quelques lignes. Une épopée industrielle avec un véhicule révolutionnaire entré dans l'histoire. Une ambition que la marque perpétue aujourd'hui avec ce que l'on considère chez Citroën comme l'héritière de la 2 chevaux. On peut faire la parallèle entre la 2 chevaux et l'IC3, notamment sur le côté accessible et démocratique. Près de 80 ans après le lancement de la 2 chevaux, Citroën est peut-être plus que tout autre constructeur attendu au tournant, dans un contexte de ralentissement des ventes pour l'ensemble du secteur automobile. L'enjeu pour la marque, produire à grande échelle la voiture du quotidien à un prix inférieur à celui pratiqué par tous ses concurrents pour un véhicule de même catégorie. Si vous faites rien, c'est des concurrents asiatiques qui peuvent arriver et venir occuper ce terrain. Ce défi majeur, le constructeur a décidé de le relever avec sa nouvelle citadine. Et pour y parvenir, l'entreprise a dû totalement remettre à plat ses méthodes de conception et de production des voitures. Une stratégie de réduction drastique des coûts, impulsée par le puissant patron du groupe Stellantis, propriétaire de 14 marques, dont Citroën, Peugeot, Fiat ou encore Opel, le Portugais Carlos Tavares. C'est un combat de tous les instants, qui à mon avis n'est pas facile pour les équipes en interne, parce qu'on leur demande de faire des économies partout, mais le résultat est là au final. Pour réduire les coûts de production d'une voiture, c'est simple. Il ne faut pas faire 20 voitures différentes. On a lancé la voiture avec une gamme à 2 niveaux uniquement, donc moins de diversité en termes de production. Par exemple, aujourd'hui, dans l'usine, on met à peu près 25% de temps de moins à produire la voiture que l'AC3.
C'est énorme, ça veut dire que la voiture est beaucoup plus rapide à produire. Une voiture plus rapide à produire est une voiture moins chère. Pour faire fondre le prix de sa nouvelle voiture, le constructeur a donc d'abord fait le choix de simplifier son offre. Seuls 2 niveaux d'équipement sont disponibles pour le même véhicule. Mais les ingénieurs de la marque ont relevé un autre défi, invisible pour l'automobiliste, mais déterminant par rapport au prix. Diminuer considérablement le nombre de pièces composant la voiture. De 3000 pour l'ancien modèle à moins de 2500 aujourd'hui. Il y a moins de pièces ou des pièces plus facilement assemblables en fait. Avec des clips, des vis un peu mieux positionnés. On a vraiment travaillé chaque pièce pour qu'elle soit facilement montable sur la voiture et gagner à la fin du temps de production. C'est vraiment presque un art d'arriver à faire baisser les coûts et augmenter la productivité. Mais pour être fidèle à sa réputation et réussir à allier innovation technologique et prix abordable, la marque au chevron a aussi dû travailler main dans la main avec les autres constructeurs du groupe. Là où Citroën a eu des problèmes pendant longtemps, c'est que chaque voiture était unique, sans concertation avec le modèle d'en face. Aujourd'hui, intégré au groupe Stellantis, Citroën bénéficie d'économies d'échelle. Vous avez des voitures qui ne se ressemblent pas du tout pour la plupart, mais qui retrouvent des pièces communes. Et ça a permis de réduire les coûts. Une pratique inaugurée dans les années 70, au moment où Citroën, alors en grande difficulté financière, est racheté par l'un de ses concurrents historiques, Peugeot, sous l'impulsion du président Valéry Giscard d'Estaing et du gouvernement de l'époque, pour donner naissance à PSA, l'ancêtre de Stellantis, en avril 1976. Les citroënistes purs et durs vont vous dire « Ah, Citroën, ça s'arrête au moment de Peugeot parce qu'il nous empêche de faire des voitures comme on veut. » Les ingénieurs Citroën travaillaient sur une technologie Citroën et les ingénieurs Peugeot travaillaient sur une technologie Peugeot. Donc il a fallu repenser un petit peu tout ça. Ça a pris du temps, on a commencé à mutualiser les moteurs, mutualiser la chaîne de production. C'est quand même une logique très industrielle de faire des économies, de partager les choses. Mais ils arrivent quand même, avec la BX, avec la XM, à faire des voitures qui avaient leur propre personnalité. Dans un groupe où 14 marques cohabitent aujourd'hui, cette logique de mutualisation poussée à l'extrême se révèle très efficace pour maîtriser les coûts. La C3 est ainsi conçue sur une toute nouvelle base, qui servira aussi à d'autres modèles et constructeurs, comme Opel ou Peugeot. La voiture, elle est fondée sur une nouvelle plateforme, une plateforme extrêmement efficace qui est capable à la fois de faire des voitures électriques et des voitures thermiques et dans laquelle les choses ont été beaucoup simplifiées. La plateforme conçue par le groupe Stellantis a été pensée pour optimiser la production des véhicules de ces différentes marques. Modulable pour s'adapter à chaque modèle, elle est capable d'accueillir aussi bien un moteur et une batterie électrique qu'un moteur thermique relié à un réservoir d'essence. Ce socle commun permet de concevoir une dizaine de véhicules différents, des petites citadines jusqu'au SUV. Par exemple, entre cette C3 et également la nouvelle C3 Aircross, on a plein de pièces communes qui ne sont pas forcément visibles par les clients. Ça nous permet de réduire les coûts de production chez les fournisseurs et à la fin le coût pour les clients. On a tous les équipements relatifs à la direction, tout ce qui est suspension, châssis, toutes les technologies embarquées dans le poste de conduite, tous les écrans, l'intelligence électronique. Cette approche-là d'une technologie semblable, mais avec une mise au point adaptée à chacune des silhouettes, est un levier majeur pour réduire les coûts. On traque chaque euro, même chaque centime d'euro pour essayer d'optimiser le coût de production du véhicule, de ne rien gâcher. Un impératif de rentabilité très clairement assumé par la direction du groupe pour permettre à Citroën de reconquérir des parts de marché et d'être fidèle à sa réputation. Mais pour que de nouveaux clients se prennent de passion pour la marque et que son futur se conjugue au présent, le style est plus que jamais au cœur de toutes les préoccupations. Vélizy, à l'ouest de Paris. Cet impressionnant bâtiment, un colosse de béton, d'acier et de verre, s'étend sur une surface de plus de 70 000 mètres carrés. Un lieu ultra sécurisé que l'on appelle l'ADN, le sein des seins de Citroën, où travaillent en toute discrétion près de 6000 personnes. L'ADN, c'est l'antre de tous les secrets, c'est là où se passe la magie. Ici sont regroupées les équipes du produit, du design, toutes les équipes qui imaginent et réalisent les projets de demain. On l'évoque comme un long paquebot de 220 mètres de long qui est planté là et qui domine la Nationale 118.
Alors on pourrait être dans un bâtiment confidentiel, surpris d'avoir des grandes vitres, mais ces grandes vitres sont opacifiées pour pouvoir, tout en laissant pénétrer la lumière, qui est très importante, garder la confidentialité du bâtiment. On est dans l'endroit le plus secret et le plus confidentiel qui soit. C'est vraiment le bâtiment cœur de l'entreprise. Pour la première fois, Citroën a accepté d'ouvrir les portes du plus secret de ses services. Un lieu si sensible que seules les équipes qui y travaillent sont autorisées à y pénétrer. Le bureau de style. C'est là que les designers du constructeur imaginent tous les nouveaux véhicules de la marque. Et contre toute attente, c'est toujours par quelques traits de feutre sur une simple feuille de papier que l'aventure démarre. The two options are extremely good. They are very strong in character. Now, for this car, we try to bring it a bit more into this mature type of design, and I believe perceived width of the car together with the strength that you bring into the front is important, so you should probably perceive into that direction. Okay. Vladimir est l'un des 8 designers de l'équipe. Sa mission, définir, à l'abri des regards, le style des véhicules que nous conduirons demain. Il est l'un de ceux qui a tracé les contours de la nouvelle citadine maison. Chaque produit commence avec un brief, et là, le brief, c'est de renouveler la C3, donc c'est un challenge, on connaît, c'est notre best-seller. Ce qu'on aimerait apporter, c'est beaucoup plus d'attitude frontale sur la voiture, lui donner un caractère plus expressif, plus fonceur. Et du coup, Vladimir, son travail aujourd'hui, c'est d'exprimer ça à travers des sketchs. C'est vraiment old school, c'est encore à la main, et au fur et à mesure, on choisit des propositions. Les tout premiers sketchs qui sortent, ce sont ceux qui vont donner vraiment la saveur de la voiture. C'est ce sur quoi on va s'appuyer ensuite dans tout le long du développement. On va dire, c'est ça qu'on veut. Quand on invente une nouvelle identité pour une marque, c'est évidemment pas seulement pour un seul véhicule, c'est pour toute une série de véhicules. Donc c'est quelque chose qui doit être cohérent, c'est quelque chose qui doit être fort. On doit reconnaître une voiture de loin. Et pour que ce tout nouveau modèle se distingue des autres au milieu du trafic, les designers de la marque ont aussi totalement repensé l'implantation et le style des feux de jour de la voiture. C'est peut-être un détail pour vous, mais ces DRL, comme Day Running Lights, sont un élément clé pour souligner la personnalité d'un véhicule. Je pense qu'il y a deux choses pour la signature lumineuse. Ce qui marche bien, c'est que la signature à l'avant qu'on retrouve à l'arrière, pour avoir l'homogénéité de la voiture, qu'on ait nos 3 points ici et qu'on les retrouve aussi devant. Tu vois ce qu'on a fait sur la C3, donc on a nos 3 points comme ça, et ben qu'on les retrouve sur le C3 Aircross, qu'on ait toute la gamme qui marche bien ensemble. La signature lumineuse sur l'avant et l'arrière, il joue une grande importance. Évidemment, dans la nuit, c'est une forme qu'on n'a pas ailleurs. Ce que nous, on veut vraiment toujours avoir, c'est des caractères qui s'expriment et qui sont particuliers dans le trafic. Une fois les premiers dessins validés, les designers modélisent la voiture en 3D. Quand on passe du sketch à la 3D, on commence à avoir les volumes qui se mettent en place, les contraintes qui apparaissent, et du coup, il faut continuer à retravailler. Dès qu'on passe en 3D, on comprend tout de suite, est-ce que les idées que j'avais, est-ce qu'ils marchent sur la vraie voiture? Et parfois, il y a aussi des discussions à faire avec le projet, qu'est-ce qu'on peut bouger encore? Tu vois, celui-là, on peut lui faire une rotation, et peut-être il peut s'allonger pour aller chercher la longueur de la voiture. Ouais. On choisit rapidement de ce qui marche et ce qui ne marche pas, et on prend des décisions pour créer la vraie voiture. Grâce aux nouvelles technologies, les designers de la marque n'ont même plus besoin de réaliser de maquettes dans les premiers mois de développement pour juger du rendu réel de la voiture qu'ils ont imaginé. On utilise énormément la réalité virtuelle. C'est un outil qui a beaucoup évolué. On a plusieurs endroits où on teste avec des casques différents, des qualités différentes aussi. Même des 3D assez bruts, on peut les mettre rapidement dans la réalité virtuelle. C'est des outils très utiles parce qu'ils nous permettent de voir la vérité tout de suite et faire des améliorations et des changements en real time. On regarde la voiture complète pour la première fois avec la couleur qui a été choisie la semaine dernière. C'est super. Ça fait ressortir les volumes. Ce nouveau modèle, que les designers maison surnomment Hulk, c'est le concept car du futur C5 Aircross, le SUV haut de gamme de la marque. Le constructeur a l'intention de le présenter pour la première fois au public, en grande pompe, quelques jours plus tard. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que cette couleur fait vraiment ressortir la voiture. Ce sera un petit bonbon sur le stand, c'est parfait. Le luxe de VR, c'est évidemment de changer le style dans un clic quand on regarde autour de la voiture. On peut changer la couleur tout de suite, tous les avantages qu'on a dans le VR, qu'on n'a jamais dans le physique. J'avais des questions sur le phare. Il faut qu'on reste sombre à l'intérieur, que vraiment la signature ressorte le plus possible. Les DRL sont les stars du show. Il faut vraiment rester là-dessus. En intérieur, par exemple, c'est aussi quelque chose de super important de pouvoir s'asseoir dans le siège
On voit nos mains sur le volant et on a l'intérieur qui est parfaitement comme dans la réalité. C'est une technologie relativement récente. C'est quelque chose qu'on s'est complètement approprié chez nous. Ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces. On a toute l'attitude qu'il faut. Commençons à l'animer et commençons à faire rêver avec. J'ai trop hâte de le voir en vrai maintenant. Ah, moi aussi, absolument. Ce nouveau véhicule haut de gamme sortira des chaînes d'assemblage de l'usine de Rennes, le site emblématique du constructeur au cœur de la Bretagne depuis plus de 60 ans. L'usine de Rennes représente le savoir-faire de Citroën et le haut de gamme de Citroën. Rennes-la-Jeannet, une usine tentaculaire de plus de 2 400 000 m², l'équivalent de la surface du 5e arrondissement de Paris. La Mi 6 a été la première à être produite ici, suivie par la BX dès 1981, puis la XM, la X et plus récemment le C5 Aircross, un site XXL que la marque Chevron partage avec Peugeot depuis la fin des années 2000 et où près de 2000 personnes œuvrent quotidiennement. L'usine de Rennes, c'est un peu le bastion historique. Elle a été inaugurée, enfin en tout cas le site de la Jeannet, en 1960 par Charles de Gaulle. Sa femme Yvonne roulait en AMI 6, AMI 8, donc c'est notre première cliente. On a tendance à toujours rappeler dans l'usine le succès de la BX, qui est une voiture qu'on a fabriquée à plus de 2 millions d'exemplaires. Depuis son inauguration, le 10 septembre 1960, 13 millions de véhicules ont été produits à Rennes. Et au pic de l'activité dans les années 70, l'usine a compté jusqu'à 14 000 employés. À cette époque-là, on voyait grand, on travaillait pour le long terme. Tout a été décidé avec des échelles très importantes. Et donc l'ensemble des infrastructures routières autour de l'usine ont été bâties dans ce cadre-là. Nous avons aujourd'hui un sillon ferroviaire de plus de 800 mètres qui est un des plus grands appartenant aujourd'hui à un acteur privé. Chaque année, Rennes-la-Jeannet produit en moyenne 300 000 véhicules, près de 1000 exemplaires en une seule journée. Parmi eux, les 2 SUV haut de gamme de Citroën et de Peugeot, C5 Aircross et 5008. On est dans une phase où on verticalise beaucoup, on utilise tout le volume de l'usine. Les lignes de montage et aussi de ferrage et de peinture sont assez impressionnantes à voir. C'est beaucoup de technologie, beaucoup de précision, tout le savoir-faire d'un constructeur automobile et avec des gens qui sont aussi extrêmement passionnés et amoureux de leur métier. Pour rester dans la course, l'usine, un temps vieillissante, s'est dotée ces dernières années de technologies de pointe et a totalement réorganisé sa production. On a la chance à Rennes d'avoir un montage de dernière génération qui est le best in class dans l'industrie automobile puisqu'il est copié sur des méthodes japonaises, donc très automatisées avec des petits robots. Ce processus révolutionnaire porte un nom emprunté à l'anglais, le full kitting. La technique consiste à préparer sur un seul et même chariot toutes les pièces nécessaires au montage de la voiture. Le full kitting, imaginez qu'une voiture est sur un plateau et vous amenez toute la diversité des pièces sur ce plateau. Et c'est ce plateau qui bouge et qui va d'un poste à l'autre. Il faut une certaine complexité pour amener 3000 pièces de façon ordonnancée, au bon moment, sur la même voiture, et le répéter 1000 fois par jour. Conséquence du balai ininterrompu des chariots au cœur de l'usine, un gain de temps considérable pour les employés et une productivité décuplée. Rennes, dévolue aux véhicules les plus onéreux, est aussi réputée pour un savoir-faire que l'ensemble des usines automobiles partagent, mais qui est ici particulièrement développé. À sa sortie des chaînes d'assemblage, chaque véhicule est contrôlé et testé dans des conditions parfois extrêmes. Un des grands piliers de l'ADN de Rennes, c'est la qualité. C'est vraiment une tradition qui s'est forgée année après année, lancement après lancement. Au sein de l'usine, le contrôle qualité que Davina supervise constitue la dernière étape avant l'expédition du véhicule au client. Employée depuis 20 ans à Rennes, son équipe est pour l'essentiel composée de femmes, à un poste qui exige rigueur et minutie. Donc là, elle teste la vitre. Ensuite, elle monte dans la voiture. Elle fait un aspect global de la planche de bord. Elle règle la hauteur du volant. En dessous, on a 1500 points de contrôle. L'œil d'un contrôleur va être plus exigeant encore que l'œil d'un client puisqu'elles en contrôlent 200 des voitures par jour. Donc le moindre petit détail va les alerter. Après les multiples vérifications d'usage, chaque véhicule subit une série de tests pour simuler toute la palette des utilisations possibles en conditions réelles.
tout ce qu'elle doit faire, c'est écrit sur l'écran. Démarrage et freinage d'urgence, marche arrière rapide, accélération pied au plancher. Et donc là, les rouleaux s'actionnent. Là, elle doit monter en puissance. Contrôle des différentes fonctionnalités du véhicule. Et enfin le test ultime, la vérification de l'étanchéité de la voiture sous une pluie diluvienne reconstituée en cabine. Si une fois ce tunnel passé, il n'y a pas d'entrée d'eau, on n'aura pas, normalement. On n'en aura pas. Vous l'ignorez peut-être, mais quand vous recevez votre véhicule neuf, une personne l'a déjà conduit avant vous. Pilote d'essai depuis 20 ans, Eric est payé pour offrir à chaque voiture sortie d'usine ses premiers tours de roue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne ménage pas ses montures. Alors là, on est sur la piste d'essai de Rennes, une piste qui fait 2 km de long. L'usine de Rennes dispose de son propre circuit. Ici, il ne s'agit pas de faire la course, mais de tester la voiture en conditions réelles de circulation. Enchaînement de virages, ligne droite de plusieurs centaines de mètres. La piste comporte également pas moins de 9 revêtements différents. Là, j'ai des bosses. Ensuite, je peux avoir des bandes vibrantes. Et elle reproduit l'ensemble des configurations routières qu'un automobiliste peut rencontrer au volant. Là, je vais passer sur des pavés. Je rentre à 60. L'objectif, traquer le moindre bruit suspect ou comportement anormal du véhicule. Une fois qu'il a été testé, il peut être remis au service d'expédition et va partir en livraison vers les clients. Rennes est capable de produire actuellement jusqu'à 1000 véhicules par jour. Ces prochaines années, un nouveau défi l'attend. Adapter son outil de production au tout électrique. Un enjeu tel que le groupe Stellantis n'a pas hésité à investir 140 millions d'euros pour transformer le site. Le fait de produire demain 100% électrique, c'est aujourd'hui une grande fierté pour les équipes au moment le plus important de ce que nous vivons dans l'industrie automobile. L'enjeu de la voiture électrique, c'est un vrai changement de paradigme. On ne se rend pas compte à quel point l'électrification du monde automobile va avoir un impact. On est en train de réinventer une nouvelle mobilité. À partir du moment où on va vouloir pérenniser cette technologie de véhicule électrique, il va falloir qu'on soit maître de nos destins sur ces aspects de savoir-faire, d'industrialisation. Donc c'est une dynamique qui est en plein essor en Europe. L'électrique, une nouvelle ère dans laquelle tous les constructeurs automobiles se doivent d'entrer de plein pied, avec l'obligation de convaincre leurs clients de les suivre. Le gros challenge, c'est d'accompagner le changement des consommateurs, de les aider dans ce saut vers l'inconnu, parce que pour les clients, c'est un vrai saut dans l'inconnu, de passer à l'électrique. Oui, il y a un marché qui est très compétitif, il y a de la pression, mais il y a également beaucoup d'opportunités parce que le positionnement de la marque Citroën comme une marque populaire est quelque chose qui convient beaucoup, et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Citroën a une carte à jouer, d'arriver à trouver la fameuse French Touch, quoi. Cette French Touch, le constructeur s'est toujours fait fort de la cultiver, notamment à travers des campagnes de communication, de la démesure. Toutes les grandes sagas de la marque ont ainsi été racontées dans des publicités, pour certaines indissociables du patrimoine industriel et de la culture automobile française. Son dernier lancement assume ainsi très clairement une idée en forme de rupture, dynamiter l'ordre établi dans le monde de la voiture. La campagne sur la IC3 qu'on appelle Révolution, dans laquelle on montre des révolutionnaires qui vont voler les voitures à des riches qui se sont réservés les voitures électriques. Ça dit beaucoup de choses, parce que c'est vrai que l'électrique était très cher. La pub joue sur les clichés. Ben, vous voyez, en France, on a toujours un côté révolutionnaire. On rend l'automobile au peuple, quoi. Le fait que nous soyons audacieux dans notre manière de communiquer est un élément absolument fondamental. Et pour être honnête, je pense qu'on l'avait perdu un peu. La publicité, un élément clé de l'ADN du constructeur français, à tel point que beaucoup considèrent son fondateur, André Citroën, comme l'inventeur de la réclame. André Citroën est à la publicité et à l'automobile ce que Charles de Gaulle est à la France, un monument.
Citroën a tout inventé dans la communication, ce qu'on appelle aujourd'hui la publicité. Ça a été vraiment une constante chez lui. Il était vraiment un vendeur né, c'était extraordinaire les idées qu'il a eues. Tout le monde connaît les fameuses croisières, l'écriture de Citroën dans le ciel au moment du salon de l'auto en 1922 ou encore l'illumination de la Tour Eiffel. L'illumination de la Tour Eiffel pendant près de 10 ans. Une idée folle, sortie tout droit de l'imagination d'un industriel visionnaire. Citroën n'a pas hésité à inscrire son nom en lettres lumineuses, mesurant chacune plus de 30 mètres, l'équivalent de 7 immeubles de 3 étages, fixés à la charpente métallique de la Dame de Fer. 250 000 ampoules, 6 km de câbles. Une prouesse technologique pour éclairer sa marque sous un nouveau jour. C'était quelque chose d'absolument fou parce que ça a duré de 1925 jusqu'à 1934. Et tous les Parisiens, tous les jours, vous voyez dans le Citroën, vous voyez les chevrons, il y avait l'heure, il y avait la température sur des panneaux qui faisaient quand même une centaine de mètres de haut. Dans les années 80, alors que le constructeur est en difficulté, c'est toujours grâce à la publicité qu'il tente de se relancer. L'idée des communicants d'alors, renouée avec la vision avant-gardiste du fondateur de la marque. Citroën marque aussi un certain renouveau dans les années 80 avec des publicités quand même assez iconiques qui ont fait que cette marque est revenue sur le devant de la scène. Les publicités absolument incroyables que Citroën avait faites, dont tout le monde se rappelle. En 1988, alors que le constructeur lance un tout nouveau modèle, la version sport de sa citadine, la Visa, Citroën mandate le publicitaire le plus en vue du moment, connu pour avoir imaginé le slogan qui a mené au pouvoir le premier président socialiste de la Ve République. Le patron de Citroën de l'époque me dit « J'ai une nouvelle voiture qui va sortir, elle n'a rien de particulier, sauf que c'est une GTI. » Et donc je me dis « Prenons ce qui va le plus vite au monde. » Qu'est-ce qui va le plus vite au monde? Un jet. Il faut un endroit un peu mystérieux. Pourquoi pas un porte-avions? Mais là, la difficulté n'a pas été l'idée. La difficulté a été de trouver un porte-avions. Et je me dis, mais finalement, il n'y en a qu'un qui peut me sauver, c'est François Mitterrand. Je l'appelle au téléphone, je lui explique le film. Il éclate de rire. Il dit, mais ces gars-là, vous êtes nuls en marketing. Je suis même meilleur que vous. Les Français n'achètent pas des voitures qui coulent. Ils achètent des voitures qui roulent. Par contre, mes porte-avions et mes sous-marins, eux, ils ne coulent pas. Donc on va faire ce film. Le fait d'oser dire une voiture va faire une course avec un avion de chasse, on va l'envoyer dans l'eau, et puis comme par miracle, elle va ressortir sur un sous-marin, c'est juste pas croyable, quoi. On se dit, mais c'est le génie. Et donc le film va devenir culte, c'est parce qu'il est témoin aussi de cette publicité des années 80 où tout était possible, où la créativité était partout, où tout s'inventait. Entre 1978 et 1988, la Visa, l'une des grandes sagas de l'histoire de la marque, s'écoulera à 1 300 000 exemplaires avant que l'AX ne lui succède. Citroën Xantia en 1993, avec l'un des athlètes du siècle pour ambassadeur. This is Carl Lewis. On reprenait l'image de Carl Lewis qui était capable de courir comme la Citroën sans jamais trébucher, parfaitement droit dans son couloir. Ou encore Citroën Xara, la berline compacte produite à partir de 1997 en remplacement de la ZX, portée par le plus grand mannequin de tous les temps. La reine du moment était Claudia Schiffer. Et c'est elle qui fait le film, parce qu'on n'avait pas de chute. Et elle, quand elle sort de la voiture, elle caresse comme ça le capot de la voiture, comme si c'était les fesses de son amant. Et le film est sublime. Dans les années 80 et 90, le constructeur s'autorise toutes les folies pour marquer les esprits. L'état d'esprit de l'époque, c'est un phare, une étoile, c'est une inspiration pour nous. Et c'est ça qu'on veut retrouver. Pour moi, c'est une référence qui vaut toutes les autres. Citroën, une petite partie de l'âme de la France. La marque a d'ailleurs transporté nombre de nos présidents. À partir de Vincent Auriol, l'Élysée prend des Citroën. Ensuite, Charles de Gaulle
les DS, Georges Pompidou qui roulait en Citroën SM, Jacques Chirac, le soir de son élection, il est dans sa CX Palace. Et il traverse Paris, il y a l'IS populaire. Encore une fois, c'est le retour de Citroën. Un constructeur ancré dans le cœur des Français. Au fil des décennies, ces voitures singulières ont accompagné l'histoire de notre pays, autant que la vie de millions de familles, au sein desquelles la marque Chevron occupe une place à part. Mon grand-père avait une GS qui était rouge. J'étais persuadé que c'était une voiture de sport. J'ai grandi en Citroën. Maman avait une Diane, puis une 2 chevaux, mon papa avait une CX, mon grand-père avait une DS. Donc c'est vraiment des voitures dans lesquelles j'ai vécu quand j'étais petit. C'est ma première voiture, une Visa blanche avec des sièges bleus. Bon, l'avantage, c'est qu'on risquait pas de faire des excès de vitesse, mais donc j'ai appris à conduire sur cette Visa. J'ai commencé à conduire en 2 chevaux. Je l'ai toujours. Et c'est toujours vraiment un coup de cœur de prendre le volant de la 2 chevaux. Citroën, pour beaucoup de personnes qui y travaillent, on a tendance à dire qu'ils ont le sang rouge. Ils ont les chevrons tatoués sur la poitrine. La traction. L'emblématique DS. La BX et son look aussi adoré que discuté. L'iconique 2 chevaux. Ou encore, plus près de nous, la C3. Meilleure vente de tous les temps de la marque. Citroën, c'est des voitures, bien sûr, mais c'est aussi des œuvres d'art. C'est une des marques les plus collectionnées au monde, si ce n'est la marque la plus collectionnée au monde. En 102 ans d'histoire, Citroën nous en a fait voir de toutes les couleurs. La marque incarne une certaine idée de l'automobile made in France, entre grand succès et paris risqués. Au début des années 70, Citroën avait racheté la marque Maserati. Donc au bureau d'études, on s'est dit, tiens, ce serait peut-être intéressant de mettre un moteur signature prestigieuse dans notre DS Sport. Et à partir de ça, on a fait un coupé à part entière, la SM. C'est une voiture qui était la reine de la route avant la crise pétrolière, limitation de vitesse. Elle va s'arrêter et les ventes sont assez, j'allais dire, confidentielles. Ils ont fait une voiture fabuleuse, fantastique, qui est très collectionnée aujourd'hui, mais qui malheureusement n'avait pas vraiment sa cible commerciale. Aujourd'hui, pour les 150 000 employés de l'entreprise, de l'usine de Rennes, aux chaînes d'assemblage de Tarnava en Slovaquie, en passant par l'ADN, l'antre de tous les secrets, à Vélizy-Villacoublay, une seule ambition, construire le futur. Citroën a vraiment changé à tout moment de l'histoire la marque, mais aussi l'automobile. C'est une marque qui est capable d'évoluer avec son temps et de se réinventer quand ça va pas bien. C'est une marque automobile qui a toujours fait preuve d'audace et de créativité. Surprendre et innover tout en proposant des voitures bon marché pour transporter au quotidien des millions de Français et conquérir un public pour partie plus jeune et urbain. Au seuil de son 2e siècle d'existence, la marque Chevron entame un nouveau chapitre de son histoire et les défis ne manquent pas. J'espère qu'André, là où il est, aide la marque parce que c'est une marque riche, mais c'est une bataille de tous les jours qui est quand même à la fois industrielle et puis c'est une guerre des prix. Je dirais que la nouvelle IC3 et l'ensemble des voitures que l'on va introduire vont dessiner l'avenir de la marque Citroën. Je pense que le positionnement de revenir à quelque chose de populaire, simple, il y a un vrai besoin, on le voit aujourd'hui, parce que les voitures sont trop chères. Donc de revenir un peu à une rationalité comme ça, tout en faisant des voitures qui soient désirables. Hein. Il ne s'agit pas de faire des voitures honorables. L'automobile reste un objet de désir, un objet de liberté. Et en fait, notre grand enjeu va être de dire oui, je suis dans le monde de demain, donc je serai zéro émission ou proche, et pour autant, je ferai un objet que les gens trouveront mais absolument extraordinaire et voudront et seront fiers d'avoir.